Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire qu'on organise avec LDV Studio Urbain. On est très contents, on est une vingtaine, donc on va pouvoir commencer. Moi, donc, je suis Lola Roy, je suis chargée de prospective urbaine et du coup responsable de ce nouveau format qu'on est en train de mettre en place. Donc, je vais revenir très rapidement sur les missions et les activités de l'agence pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Et puis ensuite, je vais laisser parler les intervenantes sur ce webinaire consacré à la ville intergénérationnelle. Donc, on a LDV Studio Urbain qui a été créé en 2017 par Yoann Sportouche, qui est une agence à la fois de communication urbaine, de prospective et de conseil pour les acteurs de la fabrique urbaine. Donc l'idée, c'est qu'on accompagne les professionnels de la fabrique de la ville, qu'ils soient privés ou publics, dans la conception de contenus, de stratégies de communication et de projets urbains innovants. On les aide en fait à décrypter les enjeux liés aux transformations de nos villes, toujours dans une vision positive. Et donc, notre mission principale, ça repose quand même sur l'accompagnement des promoteurs immobiliers dans leur réponse à des appels à projets urbains innovants. Donc, on les accompagne surtout en faisant du terrain et en rencontrant les acteurs locaux, les associations, les commerçants, les habitants et les usagers qui activent en fait quotidiennement nos villes et qui participent à créer des dynamiques locales. Ça, c'est notre rôle principal. LDV, c'est aussi l'émanation de la revue web Lumière de la ville, dont l'objectif est d'éveiller les consciences citoyennes sur le fait urbain et aussi de faire émerger le concept d'urbanité comme un droit pour tous. Donc, ce média, il a été initialement créé par Roland Castro, et puis ensuite, il a été repris. En tout cas, Yoann Sportouche est devenu le rédacteur en chef de ce média en 2014. Donc aujourd'hui, l'agence et le média, ce sont vraiment deux entités très complémentaires qui se nourrissent quotidiennement. Et ça nous permet en fait à toute l'équipe d'acquérir une vraie pluridisciplinarité et de se tenir informé des dernières tendances urbaines. Si vous avez des questions sur le média et sur l'agence, sur nos missions et nos activités, si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, vous pouvez nous poser des questions à la fin de ce webinaire. On vous mettra aussi nos contacts et puis les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Et du coup, on pourra échanger un petit peu à la fin, on prendra le temps. Comment ça va se dérouler? Donc, ce webinaire, on va commencer par une introduction sur les raisons qui nous ont amenés à nous intéresser à ce sujet. Ensuite, une explication du concept même de la ville intergénérationnelle. Ensuite, on va faire une partie un petit peu plus pratique, du coup, sur les diverses manières de créer du lien intergénérationnel en ville. Et puis, pour terminer, on va partager avec vous nos pistes de réflexion et puis la manière dont nous, on intègre aussi ce concept et ces enjeux dans les projets urbains, justement, qu'on accompagne et qu'on réalise. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole aux deux intervenantes qui vont vous présenter ce webinaire, Lucie Aglaé. Vous allez voir l'organisation et un peu la résultante de cette crise sanitaire pour éviter de parler avec des masques, un petit peu jouer aux chaises médicales et se lever et se rasseoir quand on intervient et quand on parle, mais ça n'enlève rien au contenu. Voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire et moi je vous dis à tout à l'heure pour la fin de l'événement. Donc, bonjour à tous, je suis Lucie Dacosta, je suis responsable contenu éditorial et prospective chez LDV Studio Urbain. Je suis urbaniste et j'ai été consultante urbanisme durable avant d'intégrer l'agence en 2018. Donc, avec l'envie en fait de créer divers contenus sur les villes d'aujourd'hui et de demain. Donc, aujourd'hui, je réalise et coordonne différents contenus, différentes missions au sein de l'agence, que ce soit des articles, des vidéos, et j'accompagne aussi divers projets urbains innovants. Donc, comme l'a évoqué Lola, je vais laisser du coup Aglaé et je reviendrai plus tard au fil du coup de la présentation pour intervenir à différents moments. Voilà, je vous laisse et je vais la laisser enlever son masque. Le fameux jeu des chaises musicales. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire
Je suis Aglaé et chez Lumière de la Ville, je m'occupe de la partie éditoriale et prospective. J'ai suivi une formation littéraire avec une spécialité cartographie, puis commerciale, puisque j'ai étudié actuellement à l'ESSEC dans la chaire d'économie urbaine. En quelques mots, je suis un peu une sentinelle du web qui déniche les tendances et les initiatives que nous souhaitons partager et valoriser sur notre média. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et commencer par la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème de la ville intergénérationnelle dans ce webinaire? Tout d'abord parce que c'est un thème que nous trouvons inspirant, bien sûr, mais aussi parce que c'est un thème qui nous pousse à réfléchir aujourd'hui à nos villes de demain, et enfin, surtout, parce que c'est un sujet d'actualité. Pourquoi un sujet d'actualité? Puisqu'il s'agit d'un sujet de fond, finalement, dans une triple crise actuelle. La crise des EHPAD, tout d'abord, qui est une crise liée à la dégradation des conditions d'accueil et de travail dans les EHPAD depuis environ 3 ans et qui s'est notamment accélérée avec la crise sanitaire. Cette crise des EHPAD, elle ravive la question de l'intergénérationnel en ville pour spécialement de la question des seniors, notamment de ces lieux générationnels. Une deuxième crise, qui est la crise sanitaire du Covid-19, qui pose la question de la solidarité intergénérationnelle. Pourquoi puisqu'on a vu une nouvelle, notamment par exemple des jeunes qui faisaient enfin une dernière crise qui est la crise du logement. Cette crise de logement excusez-moi, petite minute de répit et c'est un petit problème technique. Normalement, le son est revenu, si je viens de délimiter. Et l'écran aussi. Vous pouvez une nouvelle qui est la crise du logement, qui ne permet plus de répondre à des logements, notamment face aux enjeux de l'intergénérationnel, donc des logements qui paraissent inadaptés aux différentes générations. Par exemple, on a un problème
Alors, vraiment désolée pour ces problèmes techniques. On va juste changer de connexion et puis on revient tout de suite. Désolée. Voilà, désolée, on peut reprendre. On vous repartage l'écran et normalement, répondez-nous sur le chat, mais normalement, le son devrait bien revenir. On coupe la caméra, ce sera plus simple. Désolée encore. Donc, dans cette crise du logement, les deux grands enjeux majeurs, ce sont les problèmes d'accessibilité du logement aux différentes générations, notamment au centre-ville, pour les seniors, les étudiants principalement, mais aussi la problématique de la prise en compte de la dépendance, notamment des seniors. Donc, il faut résoudre l'équation du maintien à domicile des seniors. Comment est-ce qu'on peut adapter ce logement à ce profil de personnes de plus en plus dépendantes? À ces trois crises actuelles s'ajoutent quelques tendances de fond que nous avons pu repérer au cours de nos veilles. Donc, la première tendance majeure, c'est celle du vieillissement démographique, puisqu'en 2060, 30% de la population française aura plus de 60 ans. Cette question, elle s'accompagne de grandes problématiques en ville, notamment une problématique sanitaire, urbanistique, par exemple l'accessibilité, et aussi économique. Il faut donc anticiper ces changements aujourd'hui afin de s'adapter, de prévoir une ville de demain adaptée à cette problématique-là. Une deuxième tendance de fond, c'est celle de la baisse des solidarités intergénérationnelles. On a un système des retraites qui s'essouffle, des réformes continuent, et l'idée que la baisse des solidarités intergénérationnelles est véritablement actée dans les esprits. Notamment, on a un sondage de Sopres Ircantec qui a été réalisé en 2013 qui nous montre que 2/3 des Français pensent que les relations intergénérationnelles étaient plus fortes il y a 20 ans. En réalité, il ne faut pas être si pessimiste que ça, puisque la situation n'est pas si catastrophique. 82% des Français disent régulièrement participer à une activité intergénérationnelle. Enfin, la troisième tendance, c'est celle du clash des générations. On a des écarts générationnels qui ne cessent de s'accroître sur de nombreux sujets, par exemple la fracture numérique, et qui peuvent aboutir en conflit, ou du moins en des confrontations d'usages et de pratiques culturelles différentes. On va parler donc de clash des générations. Ce clash des générations, il pourrait bien se traduire en ville et il faut le prendre en compte dans ce sujet sur l'intergénérationnel. Finalement, on peut résumer en 4 grands points les grands enjeux de l'intergénérationnel en ville. On a tout d'abord, bien sûr, un enjeu spatial, avec par exemple la question de l'accès au logement ou de l'accessibilité de l'espace public pour toutes les générations. 9 personnes sur 10 souffrent du manque d'accessibilité en ville lors de ce déplacement. Donc, on voit que ce sont des problématiques très vastes. Un deuxième enjeu en ville, c'est l'enjeu économique, notamment par rapport à l'économie de l'intergénérationnel. On a des nouveaux modèles économiques qui émergent notamment dans nos villes, avec par exemple la Silver Economy, et le financement des solidarités intergénérationnelles, par exemple le logement intergénérationnel, ou encore le financement des retraites. Cette problématique, elle est assez importante puisque aujourd'hui, l'État ne peut pas subvenir à tous les besoins, notamment à cause d'une dette qui ne cesse de s'accroître. Un enjeu culturel et social, avec des problèmes de mixité, d'isolement, d'inclusivité urbaine. En France, 1 million des plus de 60 ans sont isolés. Enfin, un enjeu démographique et sanitaire, avec le vieillissement démographique qui est une tendance de fond, et surtout des enjeux sanitaires de plus en plus importants, notamment par rapport à la dépendance. 8% des plus de 60 ans sont dépendants en France, selon le ministère des Solidarités et de la Santé.
de ces enjeux de l'intergénérationnel en ville découlent finalement 3 grands fils conducteurs. Ces 3 questions que nous vous proposons maintenant, elles seront nos fils conducteurs tout au long de la présentation et nous allons essayer d'y répondre. La première question, c'est bien sûr, assez évidemment, qu'est-ce qu'une ville intergénérationnelle? Donc, on va essayer de vous éclairer sur le concept même de ville intergénérationnelle. La deuxième question, c'est comment concrètement peut-on intégrer cette notion de génération pour créer une ville durable et inclusive dans notre fabrication de la ville aujourd'hui. Enfin, la troisième question est la ville intergénérationnelle, finalement, est-ce une utopie, est-ce une réalité, est-elle véritablement possible? Est-ce qu'il y a des pistes concrètes que nous pouvons mettre en place? Notre objectif, donc, est de répondre à ces 3 questions pour que vous puissiez comprendre les réalités et les enjeux de l'intergénérationnel en ville. Pour cela, bien sûr, nous devons commencer par la question essentielle qui est qu'est-ce que la ville intergénérationnelle? Je vous propose de commencer par aborder le concept de l'intergénérationnel en lui-même. Alors, qu'est-ce que l'intergénérationnel? C'est une notion sociologique avant tout. On va parler par exemple de solidarité intergénérationnelle ou de lien intergénérationnel, mais c'est aussi un concept qui renvoie à la notion de génération, notamment dans sa définition commune, les relations entre les différentes générations, ou dans son étymologie, avec le préfixe inter et génération qui suit. Puisque la notion de génération est clé dans la compréhension de l'intergénérationnel, je vous propose d'aborder maintenant qu'est-ce que la génération. La génération, c'est un concept qui est difficile à appréhender. Pour le sociologue Xavier Gaulier, qui a théorisé donc, ce concept en 1998, la génération est un concept mou. C'est un terme en fait plurisémantique qui tour à tour peut prendre 3 grands sens différents. Donc, dans le langage courant, le mot génération va signifier un âge, plus particulièrement l'appartenance à une des 3 grandes catégories d'âge, enfant, adulte, senior. Par exemple, on va dire être de la même génération pour quelqu'un qui a le même âge que soi. Dans la sphère familiale, le mot génération signifie un degré de filiation. Par exemple, on va dire à la génération de nos grands-parents. Enfin, on a une définition sociale plus large qui va signifier une expérience vécue en commun. Cela se traduit par une certaine culture, des pratiques culturelles. Par exemple, on va parler de la génération des 68ards qui sont définis par leur passé historique commun, avoir vécu ces événements de mai 68. On parlera également de génération de boomers, génération X, génération Y, une référence aux théories de William Strauss sur les cycles générationnels. Vous avez un résumé sur ce diaporama des 3 sens de la génération qui forment tous des sous-ensembles de l'intergénérationnel. En mettant bout à bout toutes ces définitions de la génération, on a tracé notre propre définition de l'intergénérationnel qui est un petit peu plus poussée que la définition commune. Pour nous, l'intergénérationnel, c'est l'ensemble des liens et des pratiques entre des groupes d'individus. Donc, ces groupes d'individus, ce sont les générations aux 3 sens que l'on a évoqués auparavant, qui partagent une même temporalité et donc un cadre social, économique, urbain partagé. Pour simplifier les choses, on emploie généralement la définition la plus classique de génération, qui signifie donc les 3 catégories d'âge. Par conséquent, on ne pense souvent qu'aux extrémités d'âge lorsqu'on évoque l'intergénérationnel. Et nous allons voir que cela se traduit notamment, par exemple, sur la question de l'habitat. Alors maintenant, comment transposer ce concept à la ville? Qu'est-ce que l'intergénérationnel dans la ville? Un premier constat, la ville intergénérationnelle est un concept qui n'existe pas, qui n'a pas été théorisé. Il faut donc interroger séparément le concept d'intergénérationnel et de ville et de transposer le concept de l'intergénérationnel dans la ville.
C'est pourquoi il vaudrait peut-être mieux parler de liens intergénérationnels dans la ville plutôt que de ville intergénérationnelle. Alors, qu'est-ce que l'intergénérationnel en ville? Il s'agit d'une étude des liens, des pratiques et des usages entre les différentes générations, donc définies selon l'âge, selon le rapport filial ou selon la définition sociale, dans l'espace-temps urbain. Finalement, deux questions sont cruciales pour aborder la notion d'intergénérationnel en ville. La question des temporalités, puisque chaque génération est qualifiée par une temporalité qui lui est propre, par exemple les 68 arts, c'est même une définition de la génération, et le fait qu'elles partagent toutes une même temporalité, celle de la ville vécue à un moment T, donc la ville espace-temps. Une deuxième question qui est cruciale pour aborder la notion de l'intergénérationnel en ville, c'est la question des pratiques culturelles en ville. On va avoir des pratiques, des usages de la ville qui sont propres à chaque génération, avec l'impact que cela peut avoir, notamment sur la gestion des conflits. Pour conclure en quelques mots sur la ville intergénérationnelle, qu'est-ce que la ville intergénérationnelle? C'est tout d'abord une ville inclusive et participative. C'est une ville qui est pensée par et pour toutes les générations, ce qui soulève notamment une problématique d'urbanisme, par qui et pour qui est faite la ville. Et enfin, c'est une ville des usages qui est pensée selon la notion de génération culturelle, qui va mettre des pratiques et des usages au cœur de sa conception. Un paradoxe final, la ville est donc intergénérationnelle par nature, puisque toutes les générations ont toujours cohabité au sein de la ville, mais cela ne crée pas le lien intergénérationnel automatiquement. Alors, la ville intergénérationnelle est-elle une utopie ou une réalité? Je vous propose de nous partager votre avis dans le chat en mettant utopie ou réalité selon ce que vous pensez. Et je laisse la parole à Lucie. Donc, maintenant que... Alors, c'est pas grave. Donc, réalité utopique. Oui, j'aime bien cette idée. Donc, maintenant qu'Aglaé vous a un petit peu, on a un petit peu défini finalement ce qu'était l'intergénérationnel en ville, je vais intervenir pour voir comment on peut créer le lien intergénérationnel. Donc, avant de parler des solutions, je vous propose d'abord un rapide état des lieux de la question intergénérationnelle. Donc d'abord, c'est un sujet historique qui est passé en fait d'une question familiale à une question sociale. Donc avant 1945, c'est une question surtout prise en charge par la sphère familiale. Donc au sein du même logement, en fait, toutes les générations cohabitent. Même si certaines personnes se retrouvent dans des situations de vulnérabilité, c'est majoritairement la structure familiale qui assure le rôle de prise en charge. Or, on constate un tournant majeur après la Seconde Guerre mondiale avec la création de la sécurité sociale et la création du pacte intergénérationnel, qui va en fait impulser une solidarité directe entre les générations et les jeunes vont financer la retraite des plus âgés. Donc, la question intergénérationnelle devient une question sociale. Mais les premiers signes de faiblesse de l'État-providence apparaissent dans les années 1970, notamment avec les chocs pétroliers, qui viennent fragiliser le modèle économique. On parle de refaire l'intergénérationnel, notamment parce qu'il y a des changements de la cellule familiale qui ont pu affaiblir les liens intergénérationnels. Et il y a aussi l'apparition du coup des premières maisons de retraite, aussi des garderies pour les enfants. Donc, la sphère familiale s'implique moins. Donc, les rapports entre les âges sont aussi structurés autour du travail. Le travail vient vraiment modifier cet aspect-là. Donc, on a besoin de développer une réponse pour pallier cet enjeu. Et en réaction, on fait finalement il y a différentes premières initiatives qui apparaissent, notamment la Semaine bleue pour les personnes âgées, une journée internationale aussi des droits de l'enfant. C'est en 1990 qu'il y a un réel tournant, puisque le sujet de l'intergénérationnel devient un véritable sujet de société, avec la création de 2 années européennes et internationales sur cette question, donc autour de la personne âgée et des relations intergénérationnelles.
En fait, fin 90, on est déjà dans la perspective du nouveau millénaire qui arrive et le sujet s'impose donc comme un enjeu majeur pour le XXe siècle à venir. Donc, dès les années 2000, on observe une institutionnalisation, une reprise politique de la question qui gagne aussi la sphère de l'habitat. Pour un petit peu aussi rentrer dans le concret des dates marquantes de ces dernières années qu'on a pu, qui sont assez récentes dans nos têtes, il y a par exemple la canicule de 2003 qui a impulsé vraiment des premières initiatives de logement intergénérationnel. Récemment, en 2018, il y a aussi la loi Elan qui a en fait permis au logement intergénérationnel de devenir un modèle d'habitat courant et de s'inscrire du coup dans la loi. Donc, cette question qui était autrefois gérée au sein de la cellule familiale, on voit, elle va petit à petit s'étendre pour devenir une question de société, en touchant aujourd'hui la sphère du logement et de la ville. Donc, je vais revenir rapidement sur les divers enjeux de l'habitat. Donc, lorsque l'on on dresse finalement un état des lieux de l'habitat des différentes générations aujourd'hui, on constate que la question intergénérationnelle se structure autour de l'habitat senior et de l'habitat étudiant. Pourquoi ? Parce que les adultes, ils ont une offre de logement standard qui leur conviennent assez bien. Et aussi, il y a la question de la cellule familiale rapprochée. Et les enfants sont du coup inclus dans cette structure familiale chez leurs parents. Donc, pour faire simple, les 4 enjeux du logement aujourd'hui par rapport à la question de l'intergénérationnel, c'est la question de l'exclusion spatiale. En gros, comment on peut mieux intégrer les différentes générations dans la vie. Ensuite, la question de l'isolement social. Donc, comment développer le lien pour éviter les situations d'isolement. Il y a aussi la question de la dépendance et de l'aspect sanitaire, on l'a vu pour les personnes âgées, notamment la question de comment permettre plus d'autonomie pour ces populations. Et enfin, le mal logement, comment garantir un habitat décent à chaque génération, sachant que les étudiants ont moins de pouvoir d'achat, souvent les seniors aussi. Donc, il y a cette question du mal logement et notamment aussi de précarité énergétique qu'il peut y avoir pour les personnes âgées qui ont souvent leur logement depuis très longtemps et du coup qui n'ont pas forcément pu faire les travaux nécessaires pour adapter leur logement. Donc, on retrouve, je fais très sommairement, différents types d'habitat senior qui sont structurés autour d'une offre qui décline différents modèles bien installés qui répondent à divers besoins, notamment en fonction de la plus ou moins grande autonomie des seniors accueillis et de leurs besoins. Donc en France, on observe une dualité entre rester chez soi si on est autonome ou aller en maison de retraite en EHPAD si on est dépendant. Mais il y a aussi d'autres alternatives, comme par exemple les MARPA, qui sont des maisons d'accueil de résidence pour personnes âgées, qui sont des logements privatisés pour des personnes autonomes. Il y a aussi des foyers logements, des résidences services, qui sont là des logements individuels non médicalisés avec des services collectifs proposés. En ce qui concerne l'habitat étudiant, les modèles courants sont les plus répandus. Bien sûr, le campus avec la fameuse résidence étudiante, le studio chez l'habitant. Donc là, c'est plutôt finalement l'étudiant acquiert son premier logement ou intègre une chambre dans un habitat qui est déjà occupé par une personne. Et la question aussi de la colocation, qui peut être entre étudiants ou au sein d'une famille. Mais l'intergénérationnel en ville, ce n'est pas le logement, c'est aussi l'espace public. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? On voit qu'en fait, les différentes générations se partagent l'espace public. Donc, comment les intégrer dans, du coup, cet espace public ? Il y a la question, par exemple, des jeunes parents qui vont avoir des poussettes, les personnes âgées qui ont finalement un parcours souvent semé d'embûches, les enfants qui sont face à des espaces publics peu ludiques, souvent aseptisés. Donc, quels sont les enjeux ? C'est l'accessibilité, qui peut être par rapport au transport, aussi à la place des PMR dans la ville. Il y a la question de la signalisation de la sécurité
comment est-ce qu'on peut investir les rues, comment on peut aussi réserver peut-être des espaces pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, comment les personnes âgées aussi peuvent se sentir en sécurité. Il y a aussi favoriser des lieux de rencontre. Donc, ça peut être des espaces aménagés spécialement pour la rencontre. On peut repenser, par exemple, le mobilier urbain, aménager des espaces, des tiers-lieux, des entre-deux qui vont permettre ce type de rencontre et de lien, du coup, puisque c'est ça aussi qu'on recherche. Et l'aspect ludique, donc là, c'est ce que j'avais dit, redonner de place aux enfants, mais aussi redonner un petit peu d'émerveillement dans la ville pour, du coup, stimuler chacun. Donc, on le voit, les enjeux sont nombreux et des acteurs s'en saisissent déjà pour intervenir sur la question. Donc, on a pu remarquer lors de notre travail qu'il y avait une grande dynamique des réseaux de citoyens et des associations qui sont très nombreux et pas très connus, puisqu'ils sont souvent plutôt sur une échelle très locale. Ils vont travailler autour des extrémités des échelles d'âge, donc les enfants, les seniors, les étudiants. Et ils ont peut-être plus de flexibilité puisqu'ils ont moins de contraintes budgétaires. Enfin, il y a une logistique qui est un peu différente, qui va être pas forcément liée à un modèle économique particulier. Ensuite, il y a l'État et les collectivités. Eux, ce sont des acteurs majeurs de l'intergénérationnel par leur activité de régulation, de soutien financier et d'encadrement, avec la législation, les allocations, les reversements, par exemple les agences régionales de santé pour les EHPAD. Ensuite, il y a une professionnalisation de plus en plus grande qu'on a pu constater sur cette question intergénérationnelle. Donc, on observe l'émergence de nombreux acteurs qui vont être vraiment en rupture avec les acteurs traditionnels, qui vont être, on peut dire, presque à mi-chemin entre l'associatif et le secteur privé, ou qui vont avoir aussi peut-être une posture d'innovation, vraiment d'impulser de l'innovation. Donc là, par exemple, typiquement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels dans la silver economy. Et enfin, des acteurs de la fabrique de la ville et de la construction, avec des promoteurs immobiliers, des constructeurs, toute une dynamique en fait qui va faire que cette notion vont être intégrées dans les projets urbains. Et donc, on voit que c'est vraiment une préoccupation montante pour ces acteurs-là. Donc, la question intergénérationnelle, elle imprègne de plus en plus la question urbaine. Et maintenant, on va passer dans le concret. Je vais laisser donc la parole à Aglaé pour détailler différentes pistes concrètes qu'on a pu identifier. Donc, l'idée dans cette partie, c'est véritablement de vous donner des pistes d'inspiration et d'action pour créer la ville intergénérationnelle. Et puis, j'aimerais vous poser une petite question avant de commencer pour savoir si vous avez déjà été confronté, oui ou non, à des exemples inspirants de projets intergénérationnels en ville. J'ai vu que vous parliez d'habitat et urbanisme dans les commentaires. Habitat et humanisme. Bon, si vous n'avez pas d'idée concrète, on peut passer, nous, à notre présentation, puisqu'au cours de nos veilles en France et à l'étranger, nous avons pu identifier 5 pistes majeures d'action que nous vous proposons d'explorer tout de suite, à travers notamment des projets illustratifs. Une première piste concrète pour créer le lien intergénérationnel dans la ville, ou du moins la ville intergénérationnelle, c'est de réinventer la maison de retraite. Pourquoi réinventer la maison de retraite et quel est l'objectif? C'est de repenser un lieu qui est monogénérationnel pour faire face aux enjeux de vieillissement, donc d'accueil de personnes de plus en plus dépendantes et bien sûr aux enjeux de l'intergénérationnalité. Pour cela, nous avons 3 grandes pistes de changement que nous avons identifiées. Tout d'abord, celle d'ouvrir les maisons de retraite. Par exemple, les ouvrir sur leur quartier ou les insérer dans la ville, ce qui va être en rupture avec la tradition souvent de les placer en périphérie des villes. Une deuxième piste, c'est celle de mixer les générations dans les maisons de retraite, par exemple en favorisant la cohabitation avec des crèches, des écoles, des universités.
et mixer les usages au sein même de ces maisons de retraite. Enfin, une dernière piste, c'est celle d'esthétiser les maisons de retraite pour créer des environnements bienveillants et ne pas favoriser finalement le fonctionnel à l'esthétique. Concrètement, comment inventer la maison de retraite intergénérationnelle? Nous vous proposons d'illustrer ce concept avec quelques exemples, donc plus précisément 2 exemples que nous trouvons inspirants. Le premier exemple, oui, une vidéo qui vous permettra de regarder quelques images du projet. Donc, ce premier exemple, c'est celui du village Alzheimer de Dax, qui a ouvert en juin dernier. C'est le premier village Alzheimer français, donc qui a été totalement conçu et pensé pour accueillir ce public en particulier. Ses spécificités, c'est la taille notamment de l'espace qui est consacré à ce village, puisqu'il y a 7 hectares disponibles pour les résidents qui peuvent se balader en liberté, bien que l'espace soit sécurisé. L'espace est sécurisé, mais il a quand même été pensé comme un quartier à part entière de Dax. Donc, il est ouvert à tous les habitants de Dax qui peuvent y accéder, notamment sur rendez-vous. Et il a le même coût pour les résidents qu'un EHPAD classique, ce qui fait un petit peu sa spécificité pour l'alternative que cela propose à un EHPAD normal. Nous avons voulu vous présenter ce projet-là selon deux angles en particulier, le fait de mixer et d'esthétiser. Pourquoi mixer? Puisqu'on a une grande mixité des usages au sein du village, avec par exemple une supérette, un coiffeur, des espaces médicaux, une médiathèque départementale. Donc c'est un modèle assez innovant qui reproduit un petit village à échelle locale. Aussi une grande mixité des habitants en termes d'âge, donc c'est un projet intergénérationnel, on va avoir des aidants qui n'ont pas le même âge que les seniors accueillis, ce qui permet des échanges, et aussi une mixité de métiers au sein de cet espace. Un deuxième aspect, c'est le travail sur l'esthétisme, qui est assez intéressant dans le cadre de ce projet, puisqu'on a eu un vrai travail sur la création d'une architecture bienveillante. Ici, on retrouve une architecture typiquement landaise, ce qui permet en fait de créer des espaces à la fois fonctionnels et agréables pour les résidents. Par exemple, on va avoir des jeux de lumière pour apaiser les résidents au sein de l'espace. Un deuxième exemple qui peut être intéressant, c'est celui du quartier du Bois-Bouchot à Nantes. Il s'agit d'une résidence senior qui a été intégrée au cœur d'un quartier intergénérationnel, donc qui a été vraiment pensé pour créer ce lien intergénérationnel. Il a été conçu par la Croix-Rouge et a ouvert en 2017. Sa spécificité, c'est un village social et intergénérationnel qui comporte 4 établissements, donc 7 résidences autonomie de 36 places pour les seniors, donc pour des personnes âgées non dépendantes, un centre maternel, un centre parental et une crèche. Les 2 logiques majeures que nous trouvons intéressantes dans ce projet, c'est tout d'abord la logique d'ouverture, puisque la résidence senior est totalement ouverte sur le village, mais aussi sur le quartier à plus grande échelle. Il permet donc de fonctionner en autonomie. Par exemple, on va avoir un restaurant au sein du quartier intergénérationnel, mais aussi une ouverture sur le quartier à plus grande échelle, donc le quartier de la ville, avec par exemple une boutique de vêtements seconde main qui est tenue par les résidents et qui va être ouverte aux autres habitants du quartier, ou encore l'ouverture de la crèche aux habitants du quartier. La deuxième logique qui est vraiment intéressante de rechercher dans ce projet-là, c'est la logique de mixité de par ses habitants, puisque c'est un lieu très intergénérationnel. On a 300 personnes de toutes les générations qui cohabitent au sein de cet espace. Et puis une mixité des usages. Chaque catégorie d'âge va avoir son bâtiment indépendant, mais des pièces communes qui vont être partagées pour des ateliers, des activités en commun. Dans la continuité de cette idée de mixer les générations, nous vous proposons une deuxième piste pour créer la ville intergénérationnelle. Cette deuxième piste, c'est celle de la cohabitation.
L'idée est donc de favoriser la cohabitation pour créer la ville intergénérationnelle. Notre objectif par là, c'est d'arriver à exploiter l'existant, notamment par exemple le logement, mutualiser les espaces et les coûts et recréer du lien intergénérationnel par le partage, la solidarité. Cette cohabitation, elle peut se faire entre seniors, ce qui est moins directement lié à l'intergénérationnel, mais permet notamment de lutter contre l'isolement des seniors, ou entre différentes générations, la plupart du temps des étudiants, des adultes et des seniors. Là encore, je vous propose quelques exemples concrets pour illustrer cette piste. Le premier exemple que nous avons choisi, c'est l'exemple de la cohabitation entre des seniors. Cet exemple, c'est une maison partagée qui s'appelle La Pigache et qui est située dans le Bessin, qui devrait ouvrir en 2022. Les deux logiques intéressantes dans ce projet-là, c'est la logique de mutualisation, puisqu'on a une mutualisation des espaces avec des espaces communs partagés, notamment un salon, une cuisine, et au contraire, 8 logements indépendants avec des pièces d'eau et une chambre pour chaque personne âgée. On a aussi une mutualisation des coûts. Cette résidence, elle a été pensée pour des personnes, des seniors à revenus modestes, donc ce qui permet de diminuer la facture en fin de mois. La deuxième logique qui est intéressante dans ce projet, c'est celle de la création de solidarité et de partage. On a une grande diversité des profils accueillis et l'entraide entre les résidents. C'est un projet qui est intergénérationnel car il est construit à proximité d'une micro-crèche et donc ce projet devrait intégrer des échanges entre les résidents seniors et la crèche qui se situera à côté. Ce concept-là de cohabitation entre seniors, il existe aussi en appartement qui sera davantage assimilé à une colocation de seniors comme une colocation d'étudiants. Un deuxième exemple qui là paraît plus intergénérationnel car mixant véritablement les générations au sein même du logement, c'est celui de l'habitat kangourou. L'habitat kangourou, il est né en Australie, puis il s'est importé en France. Il s'est développé en France à partir de 2003. Lucie évoquait tout à l'heure la canicule, qui a notamment accéléré ce partage des espaces et le logement intergénérationnel. Le principe de l'habitat kangourou, c'est un senior qui accueille un étudiant pour un loyer faible, voire même symbolique, en échange de compagnie, voire même de services, par exemple faire ses courses. Maintenant, ce concept a été étendu à d'autres générations. On va par exemple avoir des adultes qui vont accueillir des étudiants. C'est une forme de logement qui est assez informelle, donc on n'a pas forcément de référence de projet en particulier de ce fait-là, mais on va avoir des acteurs qui vont se développer, par exemple la start-up Colette que nous vous avons mis sur la slide, qui s'occupe justement de mettre en relation via une plateforme ces différentes générations. Ce concept de l'habitat kangourou, il permet de répondre à 3 logiques intéressantes. Le fait d'exploiter l'existant, donc de rentabiliser l'espace, notamment en centre-ville où il peut y avoir peu de logements disponibles. Et donc, un senior peut accueillir dans son logement trop grand pour lui un étudiant qui ne parviendra pas à trouver un autre logement. Il y a aussi cette logique de mutualisation des espaces, des coûts que j'abordais auparavant. Et puis enfin, bien sûr, la question de la solidarité et du partage. Dans les différents exemples que nous avons pu voir au cours de nos veilles, nous avons vu que de véritables liens d'amitié s'étaient liés entre les différentes personnes qui partageaient ce logement. Et puis, il y a aussi la recréation de solidarité avec notamment une entraide du quotidien pour les tâches de tous les jours, puisque chaque personne va jouer un rôle dans le logement, qui devient en quelque sorte participatif. Justement, le participatif, c'est notre 3e piste de réflexion pour créer la ville intergénérationnelle. Favoriser qu'est-ce que le participatif et comment le favoriser? Le participatif, l'habitat participatif, surtout on va évoquer ce sujet-là,
C'est un habitat qui est conçu et géré par un groupe d'habitants qui désirent s'impliquer dans une vie communautaire. Cet habitat, ce modèle d'habitat, il est intéressant en termes de création de liens intergénérationnels, puisqu'il va favoriser la co-conception. Donc, ce sont les habitants qui vont concevoir leur propre logement, leur propre habitat. On va avoir un travail commun dans lequel chacun a sa voix. Il permet également de partager les espaces. On va avoir une notion de participation à une vie collective et communautaire au sein d'espaces de rencontre. Enfin, cet habitat participatif, il est intéressant pour créer du lien intergénérationnel car il permet de s'adapter aux usages. Finalement, ces lieux, ils vont être conçus selon les besoins des générations qu'ils vont accueillir. Concrètement, voici quelques projets qui répondent à ces trois logiques. Le premier projet, c'est le projet du Toit Moinou, qui est un projet qui a émergé à Villeneuve-d'Ascq en 2018. Les deux grands axes qui nous ont intéressés dans ce projet-là, c'est l'aspect de la co-conception, puisque c'est un projet qui a été porté de A à Z par les habitants, aux seniors qui voulaient concevoir leur habitat, leur logement pour le futur, pour bien vieillir et ne pas être à la charge notamment de leurs enfants. C'est un modèle d'habitat qui, à l'origine, était destiné à des seniors, qui s'est ensuite ouvert à la notion d'intergénérationnel pour devenir une véritable copropriété solidaire de 46 logements. Donc, on a des seniors, des jeunes couples, des enfants. Le deuxième aspect qui est assez inspirant dans ce projet du Toit Moinou, c'est le partage des espaces. Dans cette résidence, on va avoir le partage d'espaces collectifs, donc qui vont favoriser la rencontre, l'échange, notamment un jardin, un potager participatif, une buanderie, un studio d'invités, des salles de conférence, et qui vont donc favoriser l'essor d'une vie communautaire et collective avec des repas en commun, des ateliers, par exemple, pour améliorer les logements à chaque début de mois. Un deuxième exemple d'habitat participatif, mais un petit peu différent cette fois-ci, c'est une résidence participative intergénérationnelle qui a ouvert en 2017 dans le sud, à Fort-Calquier. Ce projet, il a été possible puisque il est situé dans une ville et un contexte urbain moins dense. Donc, c'est peut-être davantage compliqué de mettre en place ce type de projet en centre-ville. Ce projet-là, c'est un éco-hameau, donc c'est ce qui est un peu spécifique à cette résidence qui s'appelle l'éco-libre. On a une autoproduction énergétique, une architecture bioclimatique qui vont être véritablement au cœur du projet. Et 31 résidents y cohabitent entre 2 et 80. Ici, ce qui nous a principalement intéressé, c'est le fait de valoriser les usages. Le projet, il a été porté par les habitants eux-mêmes en autopromotion, donc qui ont pu concevoir de A à Z, là encore, leur habitat. Il a donc été pensé pour accueillir des seniors, notamment les parents des adultes résidant sur place, et pour accueillir des personnes à mobilité réduite, par exemple, mais aussi pour accueillir les aides-soignants des seniors avec la création de chambres dans chaque résidence pour les seniors accueillis. Ce projet, donc, qui a été co-conçu par les habitants eux-mêmes, est aussi intéressant pour le partage des espaces. Là encore, on va avoir des espaces mutualisés, donc en tout 4200 mètres carrés d'espaces mutualisés, dont un jardin, un forum, des chambres d'amis ou par exemple un atelier de bricolage en commun. La quatrième piste que nous vous proposons pour créer la ville intergénérationnelle, c'est celle de repenser l'espace public. L'objectif, c'est d'assurer l'accessibilité, la praticité de l'espace public pour toutes les générations et de rendre la ville ludique afin de répondre aux enjeux que nous avons évoqués juste avant, enfin que Lucie vous a évoqués juste avant. Par exemple, l'idée est d'assurer l'accessibilité de l'espace public pour tous et de simplifier les mobilités. Pour ça, on pourrait par exemple développer les transports à la demande afin de s'adapter finalement aux usages des différentes générations.
Certaines entreprises proposent aujourd'hui du mobilier urbain adapté aux personnes âgées, des bancs dont il est facile de se relever, mais aussi du mobilier urbain qui va être pensé pour favoriser la rencontre intergénérationnelle. Par exemple, des mobiliers circulaires pour favoriser l'échange et les discussions entre les différentes générations au sein de l'espace public. Une autre piste qui se développe, c'est celle des jardins thérapeutiques qui sont pensés pour accompagner les soins des seniors, des personnes âgées au sein même de la ville, dans le centre-ville. Enfin, on peut avoir une approche plus interactive et plus ludique de la ville pour toutes les générations, avec la création d'aires de jeux intergénérationnelles, dont nous allons vous montrer un exemple juste après, ou encore des aires de jeux pour seniors, des cours de sport pour seniors, des aires de jeux pour les enfants qui remettent véritablement cette notion du ludique au cœur de la ville, ou encore l'exemple de potager urbain participatif. Donc, voici quelques exemples d'un jardin thérapeutique, d'une aire de jeu pour seniors, donc intergénérationnelle parce que les enfants peuvent aussi y jouer, mais elle a été spécialement conçue pour accueillir des personnes à mobilité réduite et qui peuvent notamment entraîner leur motricité sur ces espaces-là. Et un troisième exemple qui est une aire de jeu ultra ludique conçue par l'entreprise Monstrum, les architectes Monstrum à Copenhague. Donc, vous voyez ici un animal géant qui permet de rendre la ville plus ludique pour les enfants et d'éviter d'aseptiser finalement l'espace public pour ce public-là. Enfin, la dernière piste que nous vous proposons, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Pourquoi ouvrir le champ des possibles ? Parce que créer la ville intergénérationnelle, ce n'est pas seulement créer du lien intergénérationnel, mais c'est aussi favoriser le bien-être de chaque génération et l'accès aux services à tous au sein de la ville. Nous nous sommes donc inspirés de l'étranger au cours de nos veilles. On vous propose ici des exemples qui vont concerner donc moins directement le logement et l'espace public, mais qui vont avoir un ancrage spatial en ville également. Vous pourrez remarquer que les exemples que nous allons vous proposer sont généralement des exemples asiatiques, puisque ces pays-là sont confrontés depuis plusieurs années déjà à la problématique du vieillissement de la population. Notre première piste que nous avons pu remarquer finalement dans nos recherches à l'étranger, c'est valoriser les innovations technologiques qui touchent au logement. Pour la domotique, en Corée, on a des enceintes connectées qui permettent de lutter contre la solitude. Et au Japon, on va avoir des maisons de retraite qui vont être équipées en haute technologie même. Donc 8% des maisons de retraite au Japon sont équipées en haute technologie. Par exemple, il va y avoir des robots pour entraîner la mémoire, la motricité, des détecteurs de chute ou de mouvement, des choses qui sont déjà assez communes en Europe et qui permettent aussi de réinventer la maison de retraite, comme nous avons pu l'évoquer auparavant. Une seconde leçon à tirer des exemples internationaux, c'est celui de la ville intergénérationnelle qui investit la sphère culturelle. C'est un exemple qui est assez étonnant, puisque nous n'en avons pas l'habitude dans nos pays occidentaux. Par exemple, en Corée, on va voir des boîtes de nuit pour les seniors, appelées les Kolatek. Vous avez une image sur la slide, mais aussi des parcs d'attractions intergénérationnels, donc avec des attractions qui sont pensées pour les personnes âgées, par exemple au Japon, ou encore des villes qui sont pensées pour les enfants, très ludiques, notamment dans les pays nordiques. Enfin, la dernière piste de réflexion que nous avons pu retirer de nos recherches à l'étranger, c'est des modes d'organisation et des communautés citadines qui favorisent l'intergénérationnel. Au Japon, on a un système qui s'appelle le Fureai Kipu, qui est un système de crédit de temps qui va permettre de pallier aux limites de la sécurité sociale et de favoriser l'échelle, la solidarité intergénérationnelle à l'échelle locale. Donc, chaque personne qui aide une autre personne va se voir attribuer un crédit de temps qu'il pourra dépenser à son tour.
Ce système-là, il fonctionne très bien sur les problématiques d'aide aux personnes âgées, d'entraide intergénérationnelle. Un deuxième exemple qui est assez intéressant, c'est celui du quartier de Jongno, qui est situé à Séoul. C'est un des quartiers majoritairement habités par des personnes âgées à Séoul et dont les commerces, les cafés, les magasins se sont adaptés finalement à la population qu'ils recevaient tous les jours. Par exemple, on va voir des défibrillateurs assez présents dans ces quartiers-là, mais aussi des menus écrits en très gros caractères pour permettre aux seniors de les déchiffrer, ou encore des bâtiments qui sont véritablement pensés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. On espère que ces 5 pistes pourront vous aider et vous inspirer. Et ce que nous vous proposons maintenant, c'est de vous tourner vers l'avenir. Quelle place peut-on imaginer pour l'intergénérationnel dans la ville de demain et comment transformer nos villes et nos sociétés pour être alignés avec ces sujets? Pour cette dernière partie, je vais laisser Lucie vous apporter quelques pistes de réflexion supplémentaires. Donc demain, quelles sont les transformations à enclencher pour développer durablement les liens intergénérationnels en ville et en faire un enjeu majeur et positif dans la transformation de nos espaces urbains? Tout ce travail de décryptage nous a amené à identifier 3 objectifs transversaux qui nous apparaissent comme essentiels. D'abord, il y a décloisonner la question de l'intergénérationnel. On l'a vu, il ne faut plus en fait aborder la question de l'intergénérationnel seulement par le prisme du logement et de l'espace public. Il y a aussi finalement d'autres enjeux. Donc la première étape, ça pourrait être concevoir des programmes plus mixtes et multifonctionnels, donc croiser vraiment logement, services et même développer de nouveaux lieux. Imaginer finalement des espaces qui soient dédiés à créer du lien intergénérationnel. L'enjeu, c'est de répondre à des enjeux propres à chaque génération aussi, afin de donner des lieux où développer ce lien. Et la deuxième étape, ça pourrait être aussi plus systématiquement ouvrir les lieux aujourd'hui monofonctionnels, leur donner une nouvelle place dans la ville. Décloisonner, c'est aussi s'appuyer sur la diversité des usages et anticiper les usages à chaque étape de la vie. Ensuite, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a la question de l'intégration de toutes les générations. Comment permettre la ville intergénérationnelle, finalement, c'est la première étape de la ville inclusive. On peut dire qu'intégrer les enfants, les seniors, c'est aussi développer une ville pour tous. Donc, il y a finalement aussi développé une autre façon d'habiter, avec le retour de notions de commun, de solidarité. Il y a aussi la question, comme on l'a vu, des pratiques collaboratives et participatives à l'échelle de la ville. Donc, l'objectif, c'est de garantir que la question de l'intergénérationnel s'infuse pleinement dans l'ensemble des dynamiques urbaines. C'est aussi inclure chaque génération pour garantir que la ville est construite pour et par tous les citoyens. Donc, finalement, aider à dépasser les potentiels conflits générationnels en incitant les liens intergénérationnels qui seront riches et avec une cohabitation qui va permettre vraiment un dialogue plus répandu entre les générations. Aussi, c'est donner de la valeur. Et là, on entend en fait le fait d'augmenter la valeur d'usage des espaces urbains, d'une part, afin de garantir le bien-être et l'épanouissement de tous. On l'a vu avec la dimension ludique et d'autres aspects. Ça peut être aussi changer le regard sur les générations aux extrémités d'âge et du coup les intégrer, vraiment développer le lien intergénérationnel en ville pour que finalement ces générations puissent apporter au projet urbain et à la ville dans son ensemble. Donc, je vais vous présenter en fait rapidement. Alors, c'est vraiment des premières pistes de réflexion qu'on a voulu vraiment transversales pour transformer nos villes dans ce sens-là. Donc, il y a d'abord transformer les temporalités urbaines. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment apparaître, notamment avec le confinement qui a été une expérience très forte. Donc, mais finalement, ça s'infuse aussi de plus en plus dans la société avec une pacification des espaces publics.
qui permet de créer des villes plus inclusives et plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et finalement, un investissement aussi plus aisé par les enfants, avec des fois des lieux qui leur sont réservés pendant certaines temporalités pour, par exemple, la sortie des écoles ou d'autres événements au sein de la ville. Il est possible aussi d'aller plus loin dans cette réflexion. C'est ce que propose le concept de Slow City, qui adopte cette vision vraiment dans l'ensemble des enjeux de la ville, avec une approche très tournée sur le local. Par exemple, il y a la valorisation des commerces locaux de proximité. Donc, les objectifs indirects, c'est de créer les conditions d'une ville moins prédatrice, et de diminuer le stress des urbains pour apporter du bien-être. Ensuite, une autre piste de réflexion qu'on a pu avoir, c'est la question de tendre vers une ville interactive. Donc là, c'est développer vraiment une approche ludique, créer des interactions entre les générations et finalement vraiment avoir une stimulation des seniors et aussi un développement des enfants, enfin que les enfants puissent avoir accès à des espaces qui les stimulent aussi. C'est changer le regard sur la ville en révélant le potentiel de chaque espace. Donc ça peut être les interstices urbaines, les espaces délaissés. Tous les espaces peuvent devenir des lieux à investir pour créer le lien. Et c'est dépasser du coup la neutralité des lieux apparentes, enfin cette neutralité apparente, vraiment en faire quelque chose d'intéressant. Alors là, on a mis par exemple sur cette slide le travail du street art Animomus. C'est un collectif suédois qui dissémine partout en ville des mini-constructions en miniature qui tiennent en fait finalement dans une boîte à chaussures qui visent, ils sont vraiment en bas de rue. Du coup, c'est souvent les enfants qui peuvent les admirer d'une façon assez facile et du coup stimulent un petit peu leur éveillement. Une autre piste de réflexion, c'était permettre le partage. Donc ça, on l'a vu dans différentes initiatives pour créer la ville intergénérationnelle. C'est vraiment l'enjeu, c'est créer du lien. Alors, comment on peut le faire? Du coup, en créant des espaces d'entre-deux, développer des modèles de cohabitation, co-living, mais on peut aussi aller un peu plus loin et réfléchir aussi à d'autres modèles de coopération, de solidarité, de lieux de rencontre. Par exemple, ça peut être créer des tiers-lieux, mais aussi des cafés associatifs qui peuvent par exemple organiser différentes activités diverses pour développer vraiment le lien intergénérationnel et créer un lien durable et des interactions nouvelles. Enfin, dernière piste qu'on a pu identifier, c'est donner un nouveau rôle aux générations. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière cette piste? C'est finalement le changement d'image des personnes âgées et des enfants. Donc là, on parle des extrémités d'âge, mais ça peut être finalement toutes les générations différentes, parce qu'on a toujours des préjugés sur chacune des générations. Donc, il s'agit en fait de leur donner un nouveau rôle dans la société. Pour cela, on peut développer l'approche de la transmission. On peut développer des échanges, des transmissions de savoir, des interactions qui vont donner un rôle positif à chacune des générations. Il s'agit aussi de redonner une autonomie, donc dépasser l'image des personnes vulnérables et à charge, que ce soit pour les jeunes ou les personnes âgées, et d'aller vers un empowerment des jeunes retraités et des étudiants, et aussi pour favoriser leur engagement finalement dans la société. Donc on a par exemple l'exemple de Talent d'Alphonse qui a vraiment fait, c'est une start-up qui a vraiment développé ce concept-là et qui propose différentes activités aux jeunes retraités pour faire de leur retraite un moment où développer des expériences partagées, notamment en créant du lien. Nous, au sein de notre agence, on a développé justement au sein de différents projets un petit peu cette question-là de redonner une place aux générations. Par exemple, on avait eu l'idée d'un café des enfants pour un projet à Saint-Vincent-de-Paul pour un promoteur qui s'appelle Ideal Group. Donc l'idée, c'était vraiment, en fait, il y avait une cour qui était réservée aux habitants. Donc on a eu l'idée de ce café d'enfants pour créer
un lieu ouvert qui permettra vraiment l'échange entre les différentes familles du quartier dans son ensemble, puisque c'était un endroit où il y avait vraiment besoin de créer du lien entre différents projets au sein du futur écoquartier. Donc l'idée, c'était de profiter de cet espace plus intime pour y implanter un café des enfants, faire finalement des enfants un lien sur le quartier. Notre volonté, c'était de faire de ce lieu un espace de vie pédagogique aussi pour habituer les jeunes générations aux pratiques responsables et vraiment d'en faire finalement qui puissent impulser ces pratiques-là auprès de leurs parents et un peu des diffuseurs de cette logique responsable. Aussi, on a eu l'idée d'un tiers-lieu pour Ville d'Avray, pour un projet qui, en fait, là, il y avait l'ambition de créer une résidence senior. Donc, notre idée, c'était d'aller plus loin en proposant de l'ouvrir sur le quartier et de l'intégrer pleinement au tissu économique local en y proposant différents équipements et services utiles pour le territoire et pour tous les habitants. Donc ça, on a vraiment, ces deux projets, je reviendrai après sur la méthode, c'était vraiment avec les acteurs locaux. On a eu toute une démarche aussi de terrain pour aboutir à ces idées. Et c'était aussi, du coup, pour le tiers-lieu, rendre cet équipement, rendre la résidence senior utile à l'ensemble de la ville et permettre aux habitants de Ville d'Avray de profiter de ce lieu-là et de faciliter les liens entre les seniors et l'ensemble des habitants. Donc, aussi, notre objectif, c'était de faciliter l'accès au numérique et aux outils digitaux, y compris pour les seniors. Donc, vraiment permettre à ce que les jeunes, il y avait cette logique de transmission dont j'ai parlé, mais aussi que chacun, en fait, puisse retrouver de la valeur dans la ville et créer du lien autour de ça. Voilà, donc ça, c'est la dernière slide. C'est juste pour vous expliquer un petit peu la méthodologie qu'on a pu adopter pour pour développer du coup ces deux exemples concrets que j'ai pu évoquer. Donc, il y avait en fait toute une démarche de diagnostic des enjeux avec une immersion sur site qui a permis la rencontre d'acteurs locaux. Donc, quand on parle d'acteurs locaux, on parle d'associations, de relais locaux qui sont des têtes de réseau en fait actifs sur le quartier, de commerce professionnel sur le territoire. L'objectif de cette étape, c'est de bien connaître en fait l'existant, car souvent la question elle est déjà investie localement et donc il s'agit de répondre à des enjeux très précis, de puiser aussi dans ce qui existe déjà pour permettre son développement ou de le renforcer l'approche avec de nouvelles synergies à créer, de connaître aussi les besoins précis du territoire pour s'ancrer dans la dynamique en cours et aussi de proposer des idées complémentaires utiles au quartier. On procède aussi à un benchmark d'inspiration et d'acteurs innovants qui vont venir un peu compléter le réseau d'acteurs locaux qu'on a pu identifier. Ça permet de décloisonner et de changer de regard, un peu ce qu'on a pu faire aussi dans ce travail pour le webinaire. Donc, de trouver les pistes de nouvelles dynamiques sur le quartier. Et l'idée, ce n'est pas du tout de faire du hors-sol, mais bien sûr de voir ensuite comment on peut les transposer certaines idées qu'on trouve intéressantes dans le contexte auquel on est confronté avec les acteurs locaux qui sont vraiment des moteurs présents sur le territoire. Et ça nous amène après à faire de la co-innovation locale. Donc vraiment, les deux exemples que j'ai présentés, c'était issus de cette co-innovation locale qui, en fait, vise vraiment à intégrer le principe du collaboratif et du participatif au sein de la fabrique urbaine. Et du coup, on enclenche ça avec les acteurs locaux et innovants pour penser et concevoir des pistes de programmation et des projets ensemble. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la ville intergénérationnelle et j'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Je conclue ici et je laisse du coup la parole à Lola pour conclure ce webinaire. Merci de nous avoir écoutés. Alors, du coup, je vais remettre
la vidéo parce que ce sera plus sympa pour terminer. Et normalement, on n'aura plus de problème de connexion. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. On était une vingtaine, donc c'est bien. Merci Aglaé et Lucie d'avoir organisé tout ça et vous avoir un peu expliqué toutes nos réflexions et toutes nos recherches sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Encore désolée pour les problèmes techniques qui sont à régler pour le prochain. Justement, du coup, on est en train de préparer le prochain webinaire. Si celui-là vous a intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain. Le prochain, ça va tourner autour du coup de la notion du temps dans la ville, de sa gestion, de l'influence du temps sur la fabrique urbaine. Et du coup, on va aborder par exemple des concepts de ville de proximité. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus pour avoir un peu de surprise quand même le mois prochain. Mais on va bientôt du coup vous communiquer le lien d'inscription pour ce prochain webinaire. Et puis, vous pouvez nous suivre, bien sûr. Alors, si vous avez des questions, on peut rester un petit peu connecté, mais je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps qu'on s'était imparti. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat sur le webinaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre, du coup, à suivre nos actualités sur Twitter et LinkedIn. Là, vous avez normalement les liens et à prendre contact avec nous si jamais vous voulez vous rencontrer, discuter de missions potentielles qu'on pourrait réaliser ensemble ou voilà, tout simplement en savoir plus sur nos activités.